Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Théo Giubelei et Psychédélicaire, épisode 2. Un certain Thibaut m'a envoyé en 2023 un article qui s'interrogeait sur les liens entre les psychédéliques et la liberté cognitive. Alors merci à lui parce que je me suis rendu compte en lisant cet article que le concept de liberté cognitive cristallisait toutes mes convictions au sujet de la consommation de drogue. La liberté cognitive est le droit qu'ont les individus de contrôler leurs processus mentaux, leur cognition et leur conscience. C'est un concept qui a été forgé en 1999 par la neuroéthicienne Ray Sentencia et par le juriste Richard Glenboire. Et je pense qu'il peut avoir une importance cruciale dans les années à venir. La liberté cognitive implique deux choses selon ses créateurs. Je cite. Tant que leur comportement ne met pas en danger autrui, les individus ne devraient pas être contraints d'utiliser des technologies qui interagissent directement avec le cerveau, ni être contraints de prendre certaines drogues psychoactives. Ça, c'est la première facette. La deuxième facette, tant qu'ils n'adoptent pas par la suite un comportement préjudiciable à autrui, les individus ne devraient pas se voir interdire ou criminaliser l'utilisation de nouvelles drogues et technologies, améliorant l'esprit. En gros, on ne pourrait pas imposer à quelqu'un ses propres processus mentaux et cela impliquerait que chaque personne est libre de modifier ses processus mentaux de la manière dont elle le souhaite, y compris en absorbant des molécules modifiant l'état de conscience, des drogues donc. Si je vous en parle en introduction de cet épisode, c'est que je considère que cette liberté cognitive est une liberté fondamentale non reconnue par l'État. Je considère que l'État n'a pas le pouvoir d'y attenter, sauf, comme d'habitude, si cette liberté empiète sur celle des autres. Donc, la liberté cognitive devrait être inscrite, selon moi, avec ses amis, les autres libertés fondamentales, par exemple dans la Convention européenne des droits de l'homme, et plus précisément dans l'article 9, à côté de ces deux mamans, la liberté de penser et la liberté de conscience dont elle découle. Dans cette interprétation juridique totalement utopique, mais néanmoins cohérente, la pénalisation de la consommation de drogue est contraire aux droits de l'homme. Alors je ne suis pas certain de pouvoir convaincre le Conseil constitutionnel français de ma version, mais si Laurent Fabius écoute Substance, eh bien qu'il n'hésite pas à me contacter pour en discuter, ça ferait un très bon épisode. Tout ça pour vous dire que ma conviction, c'est que le combat pour la légitimation des psychédéliques, mais aussi du cannabis et des autres drogues, peut plonger ses racines idéologiques dans ce concept de liberté cognitive. Et donc, l'initiative psychédélicaire, dont on a commencé à parler avec Théo Giubelei dans le premier épisode, s'inscrit dans un mouvement plus large qui demande que les institutions lâchent un peu la grappe aux citoyens et qu'elles les laissent décider de la géographie de leur conscience. Mais ça, c'est ma vision. J'ai donc demandé à Théo ce qu'il en pensait. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'est notre angle d'attaque parce que c'est un peu le seul angle qu'on peut prendre au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a très peu de compétences sur la santé publique et zéro compétence en fait sur la criminalité, la légalisation des substances. Et donc nous vraiment, c'est ce que l'Union européenne peut faire. Là où elle pourrait agir, c'est effectivement sur l'utilisation en santé mentale. Parce que selon le traité du fonctionnement de l'Union européenne, la Commission européenne, l'Union européenne, les institutions ont la compétence pour harmoniser et coordonner les politiques nationales en matière de santé publique afin d'améliorer la santé physique et mentale de tous les citoyens et citoyennes de l'Union. Donc c'est vraiment l'angle qu'on peut prendre au niveau de l'Union européenne. Au sein de l'initiative, on a plein de sensibilités différentes. Certains qui disent effectivement, pour l'instant, c'est le meilleur moyen, c'est la santé mentale, parce que c'est là où il y a la première nécessité. C'est les gens qui en ont besoin, qui n'ont pas accès au traitement. On a d'autres personnes qui disent non, faut aller complètement sur la légalisation, mais notre initiative, elle peut pas prendre cet angle-là, et en fait, ça n'empêche pas qu'en parallèle, il puisse y avoir des débats au niveau national et des initiatives de ce type-là au niveau national. C'est complètement complémentaire pour moi, et déjà, en fait, faut avancer avec les outils qu'on a, et pour aider les gens, pour l'instant, qui ont pas forcément d'autres solutions. Autre question sur l'intérêt concret d'une légalisation thérapeutique des psychédéliques. Aujourd'hui, il est très facile de se procurer des psychédéliques, avec son smartphone, sans quitter son canapé. Internet regorge d'informations sur les drogues, on trouve des manuels, des forums, des groupes Facebook, des serveurs Discord.
Si on veut se faire accompagner, on trouve de plus en plus de praticiens underground, plus ou moins formés, plus ou moins compétents, plus ou moins honnêtes, qui proposent des accompagnements. Le réseau officieux de consommateurs de psychédéliques étend discrètement mais sûrement ses rhizomes sous le vernis craquelé de notre civilisation mourante. L'expérience est relativement accessible et l'information abondante. Alors dans ces conditions, quel est l'intérêt finalement d'aller demander l'autorisation aux institutions de prendre des psychédéliques, puisque tout est à portée de clic? Bah là, on est, je pense, sur des objectifs un peu différents. C'est-à-dire que nous, comme on est effectivement porté sur la santé mentale, nous, on se tourne surtout pour les personnes qui, bon, bah, aujourd'hui, on souffre de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression sévère, et qui, effectivement, pourraient bénéficier des psychédéliques, des thérapies assistées par psychédéliques. Pour autant, soit ils connaissent pas, il y a encore une grande partie de la population qui connaît pas, et du coup, qui n'irait même pas chercher l'information. Et ensuite, c'est pour des gens qui ont quand même ces problèmes de santé mentale qui sont assez voilà, enfin, sévères, quoi. Et où il peut avoir des risques de prise sans être encadré, sans être suivi. Et moi, c'était vraiment j'ai écouté une expérience, c'était au Parlement européen d'ailleurs. C'était une patiente qui racontait, qui avait fait un test, qui était passé par un essai clinique soigner son stress post-traumatique avec la MDMA. Et elle racontait, c'était 30 minutes où elle racontait son expérience. Et c'était assez fort, en fait. Elle disait que c'était l'expérience la plus importante de sa vie. Mais que si elle n'était pas encadrée, que si elle n'était pas suivie, parce que tellement c'était fort, et tellement c'était profond, et tellement c'était dur, cette expérience-là de la MDMA, en fait, elle s'en serait pas sortie. Si elle n'était pas accompagnée par des personnes qui avaient été formées à ça, et qui avaient pu la suivre pendant des semaines et des semaines après. Parce que ce qui est important, c'est pas forcément, oui, la substance, on peut la trouver, mais si ces personnes-là vont la trouver toutes seules et s'auto-médicamentent, on va dire dans ce cadre-là, hein, mais essaye de soigner tout seul, on a des vrais risques potentiels derrière. Parce que c'est pas juste pour aller découvrir les jolies couleurs dans la forêt, comme beaucoup de gens aussi font, ou pour une expérience spirituelle, quand on est dans un état, on va dire, sain d'esprit, plus ou moins sain d'esprit. Et là, on parle vraiment des personnalités à risque. Et là, il faut un vrai suivi des personnes vraiment formées pendant des dizaines d'heures et qui savent les risques potentiels que ces personnes peuvent traverser. C'est vraiment ce que j'ai retenu de cette expérience-là, de cette personne-là, c'est il faut absolument l'accompagnement et la thérapie est centrale. Donc oui, mais on peut en trouver des thérapeutes aussi aujourd'hui underground en cherchant un petit peu. On peut jamais s'assurer de comment ils ont été formés, s'ils l'ont bien été, s'il n'y a pas de diplôme, de certification officielle. Et donc là, on s'expose à des risques. Et pour des gens qui sont déjà à risque, moi, je trouve que c'est pas forcément le discours à avoir. Parce que c'est des gens qui ont des vrais risques parfois de suicide. Et aujourd'hui, on se doit d'aider ces gens-là dans un cadre qui peut aussi également les rassurer. Et pas leur dire, bon, bah, tu peux trouver de la MDMA ou du LSD facilement underground et je peux t'aider. Non, il faut qu'ils soient accompagnés. J'avais une autre interrogation. Comment plaider auprès de la Commission européenne l'utilisation de substances qui vous font, une fois sur 10, rencontrer Dieu ou un ange ou des lutins ou d'autres incongruités psychologiques? Comment intégrer la phénoménologie étrange des psychédéliques dans un système de santé comme le nôtre qui est basé sur de bons faits bien concrets, bien solides? Est-ce qu'il faut prévenir la Commission européenne que l'ayahuasca, par exemple, ouvre un espace mental où vous risquez de vous retrouver à dialoguer avec des mantes religieuses d'origines extraterrestres? Et que c'est ce dialogue qui va vous permettre peut-être de guérir vos traumas intergénérationnels? Est-ce qu'on prévient les institutions de cet aspect potentiel de l'expérience ou est-ce qu'on se contente de montrer les résultats des études scientifiques en sifflotant? C'est quelque chose effectivement qu'on n'aborde pas trop dans l'initiative parce que bon bah même sur la recherche scientifique, comment on arrive à quantifier ces expériences-là spirituelles et ensuite comment on peut amener à expliquer ça et le mettre dans un papier, ce qui est très compliqué dans ce qui rentre dans les protocoles scientifiques d'essais cliniques, c'est un peu compliqué, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance nous en tant qu'initiative à partager. Par contre, nos partenaires le font. On est partenaire avec des sociétés psychédéliques dont c'est un des objectifs, leur mission, de parler de ça, notamment d'inclure la spiritualité. Nous, c'est quelque chose effectivement qu'on essaye de pas trop amener au niveau européen en tant qu'initiative, parce qu'on pense pas qu'on a la légitimité, nous, à parler de ça. Nous, on travaille sur un sujet, c'est parler de psychédéliques et des résultats pour aider les gens qui en ont besoin par rapport à leur anxiété, dépression, et pour déstigmatiser un peu ce que sont les psychédéliques. Mais je pense que en fait, la meilleure façon, sans faire directement du lobbying ou du plaidoyer par rapport à ces expériences spirituelles qui peuvent effectivement changer une vie et changer une vie, ce qu'est la vie, je pense que en fait, c'est partager les expériences.
les personnes, donc des citations ou juste des expériences de personnes qui sont passées à travers des essais cliniques, pour qui ça a effectivement changé la vie, je pense que ces personnes-là sont les plus à même d'en parler. Parce que c'est dur pour nous d'arriver, de dire oui, ça peut changer la vie des gens de façon spirituelle. Juste à les écouter, je pense qu'on arrive à le comprendre. Et ça, c'est pour moi l'outil le plus fort pour arriver à déstigmatiser. C'est les gens eux-mêmes qui en parlent. Et à ce moment-là, je trouve que ce qu'on fait, nous, effectivement, c'est dès qu'on va faire des événements, c'est de ramener la parole des patients, qui est la plus légitime dans ce cas-là, face aux décideurs politiques. Et ça, je pense que c'est vraiment le moyen le plus fort de le faire. Mais encore une fois, il y a pas mal d'associations à travers toute l'Europe qui le font. Et ça, on pourra faire porter leur voix aussi à travers la campagne. Mais c'est un sujet qui est tellement compliqué, et aussi très personnel, en fait, la spiritualité, que c'est compliqué à mettre en avant, parce que il y a aussi même des facteurs culturels sur comment on ressent comment on vit la spiritualité à travers l'expérience psychédélique. Maintenant, il y a des anthropologues qui s'y intéressent, des sociologues qui s'y intéressent, et c'est un sujet qui, en fait, on est en plein dans la recherche et plein dans essayer de le décrire. Donc, nous, c'est un sujet un peu même trop compliqué à aujourd'hui toucher pour que nous, on se sente légitime d'en parler, en tout cas. Alors pour être bien clair, je trouve que les arguments de Théo sont limpides et pertinents. Mais je me demande quand même si, un jour, en France, on va pas se retrouver avec une levée de bouclier d'une certaine partie de la population ou des professionnels de santé. Je m'explique. Toutes les expériences psychédéliques ne sont pas des expériences spirituelles, loin de là, mais ça arrive quand même régulièrement. C'est pas quelque chose d'anecdotique. Et je crains qu'une partie du système de santé soit profondément opposée à ce genre de pratique. Et qu'il va falloir des données scientifiques sacrément solides pour leur faire changer d'avis. Et je pense que ça dépend, ça pour le coup, vraiment de l'angle du discours qu'on va prendre en France. Donc on a une équipe française qui va faire la campagne, mais même au fur et à mesure, c'est une image dans 5-10 ans, on commence à implémenter ces thérapies assistées par psychédéliques. On a des personnes qui parlent d'expériences spirituelles, mais de l'autre côté, des personnes qui disent, bah oui, mais avec ça, on pourra économiser tant et tant d'argent, de coûts économiques et sociaux sur la santé mentale, et bah ça va rallier d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça va dépendre de l'angle du discours, et avec ce fait, du point de vue où on regarde, ça peut atteindre tout le monde. Je pense pas que ça soit forcément un frein, parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont très personnelles, et en France, on n'a pas forcément... Là, c'est compliqué, mais on n'a pas forcément de problème avec la spiritualité individuelle. C'est plutôt de la mettre en avant, le problème. Mais l'idée, c'est discutable, hein, mais si c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant, c'est quelque chose qu'on va pas chercher, mais on va dire, attention, le mot vraiment effet secondaire. C'est vraiment un mot un peu terrible dans ce cas-là. C'est un effet principal, mais dans ce cas-là, qui peut être, quand c'est mis en place, on va dire légalement, qu'il y a un cadre, on met le médicament sur le marché, on met cette thérapie assistée en place, on va pas chercher cet effet-là spirituel. Et si on le met pas en avant, s'il n'est pas quelque chose qui est promu, je pense qu'il n'y a pas forcément un problème derrière. Après, voir comment c'est mis en place aussi, si c'est juste individuel, donc c'est 1 ou 2 thérapeutes dans la salle avec un patient ou une patiente, ou si c'est des thérapies de groupe, comme il y en a qui commencent à proposer avec des MDMA, 10-15 personnes, à voir comment ça peut être mis en place. Mais c'est un sujet qui est intéressant, et plus on avance et ce qui est bien, ça veut dire qu'on avance on commence à imaginer comment on va réussir à l'implémenter. Donc ça veut dire qu'on avance sur le sujet, mais effectivement, il y a plein de questions qui émergent, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et qui vont continuer d'émerger. Mais ça veut dire qu'on avance un petit peu, et plus on avancera dans ces questions-là précises, plus ça voudra dire qu'on a avancé sur le sujet de façon générale. Le dernier point dont on a discuté avec Théo est le potentiel politique des psychédéliques. Mais il faut que je précise mes croyances pour expliquer ma question. L'un des aspects fondamentaux de l'expérience psychédélique est la reconfiguration psychique qu'elle permet. Et j'interprète les choses de cette manière. Le pouvoir thérapeutique des psychédéliques se trouve dans leur capacité à défaire rapidement les structures d'autocontrôle névrotique qui sont écrites dans notre cerveau, dans notre psyché, par notre environnement culturel et notamment par les institutions familiales, politiques, économiques, médiatiques, etc. Des institutions dont la raison d'être est la conservation de ces structures sociales et dont le moyen d'agir est leur capacité à écrire ces structures en nous en les transformant, via l'instruction, en autocontrôle névrotique. Alors je ne dis pas que ces structures sociales sont intrinsèquement injustifiées, mais je constate qu'en s'imposant en nous, elles rentrent en concurrence avec des aspirations personnelles. Par exemple, si vous avez faim et que vous voyez un bon gâteau à la boulangerie, mais que vous n'avez pas de sous, vous avez tout un dispositif social inscrit en vous depuis l'enfance, inscrit dans vos neurones, et qui a une correspondance profonde dans la psyché, qui vous empêche de vous emparer du gâteau. Alors que vous avez faim, et qu'il vous serait très facile physiquement de vous emparer de ce gâteau et de le manger. Les psychédéliques jouent avec ces structures et les redistribuent. Si on reprend l'exemple de la boulangerie, je me souviens que la première fois que j'ai pris du LSD, j'ai été acheter des baguettes au petit matin avec un ami.
et qu'on avait explosé de rire parce qu'on était incapable de jouer le jeu social qui se joue dans l'achat d'une baguette de pain. Et pourtant, c'est la base de l'interaction sociale en France, la base de la base. On avait demandé des baguettes, elle nous en avait donné, et elle nous avait demandé « et avec ceci ». Et ça nous avait fait exploser de rire. Parce que derrière ces quelques mots-là, et avec ceci, il y avait un gigantesque univers triste et mécanique qui contrastait complètement avec la nuit psychédélique qu'on venait de passer. Selon moi, l'intérêt profond des psychédéliques se trouve dans cette reconfiguration jouissive. Depuis que les psychédéliques ont été rejetés par les institutions de notre civilisation, ils sont devenus des outils underground d'émancipation cognitive. C'est un des rares outils puissants et facilement accessibles qui n'est pas contrôlé et émasculé par des règles institutionnelles. Et donc, je suis très curieux de voir ce qu'il se passera si le système de santé, qui est une institution, s'en empare réellement. Ça, c'est résumé, je pense, tout le mouvement psychédélique, mais même des années 50-60. Et quel chemin on va prendre pour le faire accepter socialement. Est-ce qu'on va, il y avait l'idée on va donner à tous les dirigeants politiques et peut-être que eux, du coup, ça va dissoudre l'État par soi-même parce qu'ils auront eu cette expérience-là et diront mais on fait n'importe quoi et tout ça. C'est un peu l'histoire. Après, il y a plein de sensibilités dans l'initiative et dans le mouvement psychédélique. On voit, il y a les libertariens, il y a des conservateurs, il y a des gens de gauche, des gens de droite. Il y a un peu tout le monde, donc il y en a qui sont vraiment juste en fait pour aider les gens, pour régler le problème de la santé mentale, qui voient pas forcément le côté spirituel comme le plus fondamental. Effectivement, c'est eux ce qui les intéresse, même les neuroscientifiques, c'est la restructuration du cerveau, l'imagerie cérébrale et tout ça, ce côté. Et d'autres qui vont être beaucoup plus en spiritualité, la philosophie, la liberté cognitive. Et c'est pour ça que nous on prend le plus petit dénominateur commun, on va dire, qui est aujourd'hui d'aider les gens qui en ont besoin. À travers, alors effectivement c'est assez révolutionnaire, mais il y a plein de gens qui comparent par exemple aussi le cannabis à des expériences psychédéliques, à certains niveaux de THC, ou si je m'y connais assez peu en cannabis personnellement, mais on peut atteindre des expériences psychédéliques, et pourtant on parle de cannabis médical dans plein de pays, et c'est pas un si gros frein que ça, à juste prendre du cannabis et que les gens en parlent, ou ça a pas amené, c'est pas amené à des législations plus dures in fine. Donc je pense que sur les psychédéliques, faut être assez... faut faire gaffe. Je pense, et ça, c'était le grand problème des années 60, hein, c'était un peu les gourous, on va dire, qui ont été vus comme des gourous, et c'est ce discours-là, et en fait, c'est une question compliquée, parce que c'est tellement en mouvement, on est tellement dedans, que c'est compliqué de prendre un recul et de se dire, ok, est-ce qu'on est en train de monter un poteau rose pour derrière que tout le monde puisse avoir accès aux psychédéliques? Je pense pas, mais en même temps, je pense qu'on est tous dans ces mouvements-là, on se rend compte du potentiel des psychédéliques dans un cadre médical en premier, mais derrière, effectivement, en tant que société, c'est pour ça qu'on essaye aussi de le déstigmatiser, parce que pour nous, ça n'a pas de sens que ce soit autant stigmatisé alors que c'est des outils aussi puissants. Derrière, on verra ce qui se passera, c'est compliqué de prédire l'avenir, et on essaye de faire justement peut-être les plus consciencieux dans notre communication, parce il faut pas l'oublier, hein, on regarde en Europe maintenant, nous on fait de faire une initiative citoyenne européenne sur les psychédéliques et les thérapies assistées psychédéliques dans un état social pareil, un état politique, un mouvement politique pareil en Europe aussi conservateur, voire libertarien, c'est pas un sujet forcément évident, parce qu'on a une polarisation complète de la société. Donc prendre ce chemin-là, c'est le meilleur aujourd'hui, en tout cas pour accepter socialement les psychédéliques. Mais encore une fois, l'objectif reste principalement de l'intégrer en santé mentale. Mais après, voir ce que l'avenir dira. Et l'idée, c'est aussi avec l'initiative de dire, voilà, il y a ce mouvement-là, il y a ces gens-là qui existent, d'intéresser peut-être d'autres personnes derrière, à eux aussi s'intégrer, dire, ah, mais il y a des associations qui existent à ce sujet. Il y a la Société psychédélique française, et puis après, faire des associations locales, des antennes locales qui vont permettre des initiatives peut-être plus locales ou au niveau national. C'est l'idée de commencer quelque part aussi, et d'engager un débat public. Et nous, on n'est pas là pour dire ce que doit être le débat public. On est là pour l'engager et d'amener ce sujet-là au niveau de l'Union européenne pour ensuite en débattre d'un point de vue démocratique. Mais c'est pas l'idée, on n'arrive pas avec la réponse toute faite, dire ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. On propose quelque chose, on dit c'est important d'en parler, et ensuite on espère lancer quelque chose, quoi. Qui est déjà lancé, hein. On rattrape le train en marche, mais on essaie de l'accélérer un peu. Voilà, à ce moment-là, j'en avais fini avec mes questions politico-philosophiques. Alors pour terminer, j'ai demandé à Théo comment va concrètement se dérouler cette année de campagne psychédélicaire. Bah là, en fait, la stratégie un petit peu de la campagne, ça a été d'abord de montrer un petit peu le soutien associatif, organisationnel, montrer ce réseau qui existe au niveau
de l'Union européenne, donc avec les premières signatures, on va dire un peu faciles, les amis, ceux qui savent déjà, ceux qui suivent les newsletters des assos, tout ça, donc d'avoir ce soutien-là facile. Ensuite, ça va être bon là, c'est pas la meilleure période pour faire une campagne, on va dire en janvier-février. Donc après, ça va être, on a toute une stratégie, on va dire, de relations publiques et de réseaux sociaux, de contenu qu'on veut faire, qui sont plus poussés vers l'extérieur, d'aller faire campagne dehors, d'aller parler aux gens, d'aller à des événements qui sont organisés un petit peu partout en Europe, de gagner en visibilité en fait, pas que en ligne mais aussi sur le terrain. Et ensuite, ça va être, on a aussi la période festival qui pourrait être très prolifique niveau signature. Et ensuite d'arriver en fait la deuxième partie de l'année avec une base solide de signatures. C'est la stratégie qui dit que ça va marcher, mais c'est ce qu'on a développé. Et pour arriver à une deuxième partie de l'année qui sera plus portée côté éducation. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur... On essaye d'atteindre les gens qu'on peut atteindre, qui s'y connaissent déjà, sans essayer forcément de convaincre. Déjà, essayer de convaincre de signer une initiative européenne, c'est pas évident. Pour certaines personnes, l'Union européenne, c'est loin, on ne comprend pas l'outil, ce que c'est quoi une initiative citoyenne européenne, ça sert à quoi, comment ça. Donc, fait aussi déjà éduquer là-dessus. Et ensuite, ça sera d'éduquer, enfin d'éduquer. En anglais, ça passe, en français, j'aime pas trop ce mot, mais de partager de l'information et de sensibiliser à ce que sont les psychédéliques, partager des informations un peu plus rationnelles, et puis de partager de l'information. Donc, la deuxième partie, pour convaincre et d'arriver plus facilement à être dans les médias un peu mainstream, un peu gros. Si on existe déjà socialement et on a pas mal de signatures, ce sera peut-être plus facile d'atteindre ce public-là, sans forcément chercher les signatures chez eux, mais juste l'idée de sensibiliser et d'en parler. Merci à Théo d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez soutenir l'initiative Psychédélicaire, si vous voulez demander à la Commission européenne de se positionner sur la recherche psychédélique, eh bien rendez-vous sur psychédélicaire.eu. J'ai mis le lien en description de l'épisode. J'ai mis aussi le lien de la page de Tipeee de Substance, si jamais vous souhaitez soutenir le podcast financièrement. Merci beaucoup à ceux qui le font, ça m'aide vraiment. Prochain épisode, on retrouvera une nouvelle témoin. D'ici là, portez-vous bien.